Bonjour à tous, ou bonsoir, et bienvenue à la deuxième partie de l'épisode sur la sleeve et le rapport au corps, en compagnie de Noémie et Fatih. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à le faire avant de poursuivre, et de mon côté, je vous souhaite une très bonne écoute. Oui, du coup, la sleeve, comment vous l'avez vécu, vous, avant, pendant, après? Enfin, là, t'es dans le pendant, j'ai envie de dire. Oui, alors, toi, t'es dans le pendant. Clairement, je suis dans le pendant. Alors, avant, moi, vraiment, on va dire que l'aventure de la sleeve, ou en tout cas de la chirurgie bariatrique, ça a commencé vraiment en 2011. Ok. Ah oui. Ouais, où vraiment, j'ai commencé à me poser la question. Donc, à l'époque, c'était encore l'anneau, on va dire, qui était très répandu, pour pas dire à la mode. Où donc on serrait l'entrée de l'estomac pour éviter de manger. Et donc je comptais faire cette opération-là, donc j'avais vu un chirurgien. Mais à l'époque, t'étais pas éligible. Pas vraiment éligible, mais comme dans mes antécédents familiaux, il y avait le diabète, etc., c'est vrai que j'aurais pu être prise en charge. C'est les comorbidités, ça peut peser dans la balance. C'est ça. Donc, mais j'étais quand même bien en surpoids, hein, clairement. Ouais. Oui, j'étais bien en surpoids, mais... Voilà, j'étais jeune et puis ça passait bien en fait. Et justement, à ce moment-là, comme les délais étaient très longs parce qu'il y a toute une série de rendez-vous à prendre, des examens le parcours est très long. Ouais, le parcours, il est quand même assez long. En tout cas, si on le fait correctement, ça peut être très long. Et je me suis dit, bon, allez, tu te laisses une dernière chance d'essayer de perdre ce fameux poids là qui te fatigue, qui te prend la tête. Et j'ai réussi, vraiment, en 2011, je me rappelle, j'avais... T'avais passé toutes les étapes Non, même pas. Justement, avant même d'avoir mon premier rendez-vous, c'était avec une psychologue. Ouais. Je crois que c'était au mois de mai, quelque chose comme ça, que j'avais pris rendez-vous pour septembre. Mm-hmm. Donc, c'était un peu long. Et je me suis mise à faire attention. On m'avait donné le contact d'une diététicienne sur Paris. Donc, je faisais vraiment le trajet. C'était un peu long, mais j'y allais. Et c'est une dame qui m'a vraiment aidée, qui m'a réappris clairement à manger, à m'écouter, à retrouver les réflexes qu'on a quand on est vraiment bébé. Parce que vraiment, elle m'a dit, mais... Observez bien, les bébés, quand ils veulent plus téter, ils arrêtent. Le biberon, ils sont capables même de le jeter, ils peuvent pousser l'assiette. Enfin, vraiment, quand on n'a plus faim, quand on est enfant, naturellement. Et justement, là, tu disais, quand on te demandait de finir ton assiette, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire normalement. Demander à un enfant de finir, c'est qu'il a plus faim, en fait. Et on perd ces réflexes-là. Donc, et puis, il y a aussi les heures auxquelles on mange. Quand on est au travail ou même à l'école, et à l'heure de la cantine, je suis désolée, peut-être qu'à 11h30, midi, on n'a pas faim, en fait. Peut-être que c'est à 14h qu'on a faim, peut-être même que c'est à 11h. C'est clair. Ça, c'est un problème social, en fait. Voilà. C'est vraiment inculqué que tu manges. Exactement. Je le vois surtout dans les rassemblements familiaux, tu vois, pendant les fêtes, etc. Ça va être le petit-déj le matin, l'apéro, le midi, l'apéro, le soir. Alors que moi, je mange 2 fois par jour parce que déjà, j'ai une digestion très lente. Et j'aime pas solliciter trop mes intestins parce qu'après je me sens mal en fait. Voilà. Et donc du coup dans ces moments-là c'est soit je vais me bourrer de citrate de bétaïne, de space-fond, de trucs pour pouvoir digérer correctement, soit je vais naturellement sauter des repas ou manger très peu parce que je sais que de toute façon je vais me sentir mal après quoi. C'est bien, au moins toi t'arrives à t'écouter parce que moi dans mon cas c'est pas ça du tout quoi. Je sais ce qui m'allait, mais j'avais vraiment trop de mal. Et donc en fait c'est vrai que je réfléchis à ça depuis vraiment des années. Ouais. Et donc c'est en 2020 vraiment que je me suis dit allez c'est bon là je me lance.
bien évidemment, si on est tous Covid. dans le même continuum espace-temps, vous avez aussi vécu le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Que s'est-il passé en 2020? Où étais-tu? Moi, je me butais au sport, tu vois. Vraiment. Moi, mon Non, Covid, best life. J'ai jamais été aussi assidue. J'ai pas pris un pet de gras. Le matin, je faisais mon yoga. Le soir, je faisais mon sport. Je mangeais bien. Sans envie, sans... Non, moi, moi aussi, je l'ai bien vécu, mais parce que je m'étais mise... excusez-moi, mon français... Je m'étais mise, voilà. Aucune barrière, aucune limitation. Donc, je mangeais ce que je voulais. Voilà, j'étais bien. Je me maquillais plus. J'avais mon masque et tout. Mais clairement, ça a créé trop de dégâts. Et il y avait surtout plus la possibilité de faire l'opération à ce moment-là. Ok. Voilà. Ce qui a tout décalé. Et je suis tombée enceinte. Ah oui, ça c'est un fait aussi majeur. Et j'ai eu donc ma fille en 2021. Et là, j'ai recommencé le parcours. Okay. Sérieusement, c'est là que j'ai découvert que je faisais de l'apnée du sommeil. Donc, étant enceinte, c'est là où on m'a opéré de la vésicule biliaire. Bref, 2023, j'ai vraiment franchi le cap. Et donc, c'est au mois de mai que j'ai fait la sleeve. Et j'étais vraiment prête, en fait, dans ma tête. J'étais très, très prête. Donc, je savais que ça allait être dur. Je savais que j'allais juste avoir des cuillerées de soupe. Je savais tout ça. Et je m'étais vraiment préparée comme quand on va à la guerre, en fait. Ouais. Et je l'ai plutôt bien vécu. Alors, moi, j'ai eu aucune frustration. Au contraire. Moi, je suis ravie, en fait, d'avoir cette possibilité d'être stoppée de l'intérieur, en fait. Parce que moi, c'est ce qu'il me fallait par rapport à mon hyperphagie, par rapport à mes troubles alimentaires. Je sais que toute seule, j'y arrivais pas. Parce que justement, pendant longtemps, je l'ai vu comme... cette option, je l'ai vue comme un échec. En me disant, si je fais une opération de la chirurgie bariatrique, si j'ai recours à ça, c'est que t'as pas été capable, en fait, de le faire toute seule. Ouais, donc c'était ça qui te freinait avant. Ça m'a freiné longtemps. Je me suis dit, non, tu peux y arriver. Et en fait... Quand je fais le bilan, bah non, en fait, j'ai pas réussi parce que même si j'ai déjà réussi à perdre du poids, bah je l'ai repris, en fait. Ouais. Donc, je me dis, OK, t'as testé la version 100, bah essaye avec... Enfin, je le dis légèrement là comme ça, mais comme là, vous comprenez, j'ai vraiment mis du temps à me décider. Mais en tout cas, je me suis dit, bah allez, c'est bon, je franchis le cap. Et pour l'instant, c'est encore très récent, parce que là, ça fait à peine un an, enfin moins d'un an là, mais... En tout cas, voilà, je ne ressens pas de frustration. Au contraire, c'est ce qu'il me fallait. Et ça me rééduque. Ouais. Complètement au niveau de ma façon de manger. Et pour revenir sur ce que tu disais au niveau des envies, sur l'alimentation, bah moi, c'est pas forcément la malbouffe. Moi, en fait, c'est en termes de limitation de quantité. Toi, tu mangeais beaucoup. Ouais. En fait, manger comme je veux, pour moi, c'est une quantité illimitée de tchèb, par exemple, avec un bon poulet fumé. C'est pas le truc le plus sain non plus, quoi. C'est pas le plus sain, mais oui, bah pas forcément. Ouais. Parce que moi, ma maman, elle cuisinait sans huile. Okay. Parce qu'elle étant elle-même diabétique depuis ma naissance, elle cuisinait sans huile, etc. Donc vraiment, moi, je pense que justement, on peut cuisiner des plats qui ont l'air lourds, etc., mais sainement. Et justement, pour rendre aussi moins triste certains plats qui sont un peu connotés régime, on n'est pas obligé de manger juste des légumes comme ça à la vapeur. Des épices, avec ça des change épices, tout, hein. On peut faire des sauces légères sans que ce soit forcément trop gras, etc. Donc, moi, c'était plus en termes de quantité, en fait. Voilà, je m'imaginais des plats sans limitation. Par contre, les côtés moins healthy, on va dire, c'était des bons plats de pâtes avec plein de fromage râpé, des choses comme ça. Et là, ça, c'est... la sleeve, elle est venue m'aider dans ça. Mais j'avais fait quand même le travail en amont de commencer à travailler mon rapport à la nourriture. Et je pense que pour ne pas être en échec, c'est indispensable. Ouais. Sleeve ou pas sleeve, opération ou pas opération, de toute façon, tout se passe au niveau du mental et du psychologique. Ça, vraiment, j'en suis convaincue. Et c'est pour ça que je voudrais faire un petit coucou à ceux qui disent que choisir la chirurgie, c'est l'option de facilité. Ah non. Non, alors là, c'est tout sauf ça. Bah oui, parce que déjà, tu changes du jour au lendemain, entre guillemets. Parce que ça remet en question toute ta vie, toutes tes habitudes, absolument tout ce que tu consommes.
Même ton rapport avec les autres, ton rapport au corps, ton rapport avec toi-même, mais tout est remis en question tout le temps. Donc c'est pas du tout facile, au contraire. Non, c'est pas du tout facile. Et ça, je le dis à ceux qui le pensent. Et finalement, j'en faisais aussi partie. Donc, je me le dis aussi à moi-même. Et là, je l'expérimente. Bah non, en fait, ce n'est pas facile. Et on peut pas croire que c'est la solution miracle. Pas du tout. Il y a un travail qui doit accompagner la chirurgie. Ça ne se fait pas tout seul, en fait. Ouais. C'est pas possible. Donc, la preuve, il y en a qui arrivent au résultat sans être opérés. Donc, j'ai un ami, il a perdu 80 kilos juste à la volonté. Hein, bah voilà. Donc, à la volonté, je veux dire. Il a arrêté de manger, il a fait énormément de sport. En tout cas, sans chirurgie. Voilà, sans chirurgie. Et juste, moi, j'aimerais quand même dire, essayer d'arrêter d'opposer justement les personnes qui ont fait de la chirurgie et ceux qui n'en ont pas fait, comme si ceux qui n'en ont pas fait, ils ont plus de mérite. Plus de mérite, en fait. Comme non, parce qu'après, ça peut être aussi une question de métabolisme, etc. Parce que ce que tu disais, Noémie, c'est que t'as toujours une alimentation super saine, etc., de manière générale, et pour autant, t'arrivais pas à maigrir. Donc, à un moment donné... Et là, je le vois aussi, parce que du coup, moi, j'ai repris pas mal de poids. Donc, je fais partie des gens qu'on considérait en échec de ce livre. J'ai repris du poids, j'ai pas tout repris, mais je suis sur une pente ascendante quand même assez régulière et plutôt pente douce, mais quand même concrète en termes de prise de poids. Et c'est difficile, évidemment, parce que je me dis, mince, j'ai été opérée, et malgré ça... et c'est là où j'ai compris, et c'est là où ça m'a ouvert aussi sur la dimension plutôt psychologique, émotionnelle, et tout ça. Et je passe ma vie à m'analyser, à analyser mon comportement. J'ai vu des micro-kinés, j'ai vu des psychologues, j'ai vu des naturopathes, j'ai vu vraiment des énergéticiens, j'ai vu plein de gens. Et la conclusion est la même pour tous. Et c'est même bizarre parce que j'avais l'impression de pas être crédible en disant mais les gars, regardez ce que je mange et je prends du poids et donc c'est pas que là en fait, c'est pas que l'alimentation le souci. Et en fait dans mon cas et encore une fois je dis pas que je mange des brocolis tous les jours avec du poisson blanc, tu manges comme une personne, mais je mange comme une personne exactement, avec parfois des plaisirs, parfois des envies, parfois voilà des petits écarts, mais rien de fou. Et en fait cette enveloppe, ce corps que j'ai et que je trimballe au quotidien, pour moi, c'est pas moi. Je considère que ça ne m'appartient pas et c'est très dur parce que en même temps, je le subis au quotidien, je le porte au quotidien, c'est très lourd. D'ailleurs, j'ai mal au genou en vous en parlant. D'ailleurs, petite parenthèse sur le genou, ma thérapeute m'avait dit quand on a mal au genou, ça implique le rapport aux autres parce que dans le genou il y a je et il y a nous. Donc, tu vois, et d'ailleurs indépendamment de quel genou, le droit ou le gauche, c'est un rapport masculin ou féminin. Parfois certains disent le père ou la mère aussi. Il y a un truc comme ça. C'est pas ce qu'on appelle le langage des oiseaux ou quelque chose comme ça, là, le fait de donner une signification. Mais tous les mots ont un sens. Oui. Bon là, voilà. Puis même c'est le support quoi, le genou. Donc c'est ça, tu vois. Mais je fais partie des gens qui, je sais, et encore une fois ça peut paraître un peu farfelu, mais je sais que j'ai en moi un trouble, un mal-être, un trauma bien enfoui, mais en même temps bien là parce que je le vois bien au quotidien, qui a un lien direct avec mon poids. Cette enveloppe corporelle qui est supposément protectrice, qui est là. Et je sais que j'ai un travail de fond à faire en moi pour me libérer de certaines choses. Et je pense que ces certaines choses auront, à un moment donné, un impact sur mon poids parce que il faut que je me libère pour que mon corps comprenne qu'il n'y a plus besoin que je suis plus en danger, que j'ai plus besoin de me protéger, que l'extérieur n'est pas forcément une menace. Donc encore une fois, on prend ça comme on veut et je sais que pour certaines personnes c'est un peu farfelu, mais je suis ok avec ça, ça leur appartient. Mais en ce qui me concerne, il ne s'agit pas uniquement d'alimentation. Du tout. Du tout.
j'ai eu des problèmes de thyroïde, mais là, ma thyroïde, en l'occurrence, elle est stable et elle est régulée, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc c'est autre chose à programmer. Et j'en profite, parce que tout à l'heure, tu disais, je voudrais dire aux gens qui pensent que la sleeve, c'est une facilité ou tout. Bah, moi aussi, je vais régler un peu mes comptes, parce que j'ai dans mon entourage... J'ai dans mon entourage des gens qui sont les trolls qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui disent « Ah bah t'es gros, tu manges trop ». Ouais, d'accord. T'es gros, tu manges trop, tu fais pas d'efforts. Tu coûtes cher à la sécu, tu fais pas de sport, blablabla. Alors oui, il y a des gens qui sont gros parce qu'ils mangent trop. Il y a des gens qui sont gros parce qu'ils beaucoup. mangent trop. Et il y a aussi des gens qui sont gros pour plein de raisons différentes. Comme moi, avec le dérèglement hormonal, par exemple. Un dérèglement hormonal, un trauma à l'enfance, une relation compliquée. Plein de choses peuvent être facteurs d'un surpoids. Vous ne savez pas. Vous ne savez rien. Et arrêtez de juger gratuitement et n'allez pas dire à un gros vous croisez « Ah bah lâche ton sandwich et va courir sur un tapis. Voilà. » Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Vous ne savez pas. Le premier sandwich qu'ils mangent depuis 5 jours. C'est ça. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous ne savez pas ce que les gens traversent. Et cette enveloppe corporelle qui vous dérange, sans être la vôtre, a une histoire, a une signification, a une explication. On ne vous doit rien. On n'a pas à se justifier non plus d'être comme on est. Oui, la société n'est pas faite pour les gros. Oui, prendre le bus quand on est en surpoids, c'est compliqué. Oui, prendre l'avion, c'est compliqué. Oui, les interactions sont compliquées. Oui, quand tu veux dater, t'as toujours ce truc dans la tête de te dire « Putain, le gars va me voir, il m'a vu en photo, mais il va me voir en vrai. Est-ce qu'il va trouver que je suis trop grosse ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ?» Les gens se sentent investis d'une mission en disant aux gros « vous êtes gros, il faut maigrir ». On sait qu'on est gros. On sait que ça serait mieux qu'on maigrisse. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si c'était d'un claquement de doigts, tout le monde serait mince, en fait. Oui, non, mais clairement. Et ça, et pourtant, moi, pendant des années, et je pense que Barbara, tu t'en souviens, moi, j'avais même créé un petit groupe sur Facebook qui s'appelait Curvy Power. Voilà, et je l'avais fait vraiment pour me... Voilà, quelque part pour me rassurer, quelque part pour partager avec d'autres filles, d'autres femmes, voilà, à l'époque c'était des filles, l'expérience, et puis même c'était très léger, hein, je proposais de poster un peu nos looks, et puis voilà, d'assumer qui on était, voilà, de se dire, oui, bah je suis ronde, j'ai des courbes, mais tout va bien, quoi, en fait, et oui, mais d'un autre côté, vraiment, je pense que si on pouvait choisir, mais bien on claquait des doigts, eh ben oui, on serait mince en fait. Mais bien sûr. Parce que comme ça, il n'y a pas de sujet. Ouais. Parce que le fait de devoir chercher des tenues, des habits qui sont jolis et qui restent tendance dans certaines tailles, eh ben c'est compliqué. Surtout en France. C'est compliqué. Et puis même au-delà de ça, je veux dire, au niveau de la santé, on ne fera jamais croire que avoir 60 kilos sur les chevilles, c'est la même chose qu'avoir 100 kilos. C'est pas la même chose. Sur les genoux, au niveau des hanches, enfin, je veux dire, c'est pas la même chose. Même quand on est couché. Je veux dire, quand t'es couché, quand tu te tournes, enfin, ton poids, enfin, je veux pas dire que tu t'auto-écrases, mais franchement, tu subis ton poids. Bah, tu subis ton poids, sincèrement. La prise du sommeil, mais bien sûr. Tu vois, c'est que quelque part, il y a un affaissement. Mais c'est possible. Alors après, l'apnée du sommeil, il faut faire attention. Il y a aussi. Oui, il y a des gens qui sont minces et qui font de l'apnée. Oui, c'est aussi un truc mécanique, mais le poids, la prise de poids est un facteur de risque, clairement. Ouais, donc, moi. Après, ça, je veux pas... C'est pas pour tacler les plus size girls, enfin, toutes les femmes. C'est souvent des femmes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font ça, tout ce qui est body positive et tout. Je suis pour à 100%, parce que de toute façon, il faut s'aimer tel qu'on est à l'instant T, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'il y a eu à un moment une sorte de petite apologie quand même de l'obésité parfois. Où on fait passer... Non, mais moi, franchement, je le dis vraiment comme je le ressens. Où limite on fait passer ça pour quelque chose de cool. Bon, c'est ok d'être comme ça, alors que l'obésité, moi je le rappelle, c'est une maladie. Même quand on perd du poids, on reste obèse parce que c'est quelque chose. C'est une maladie mentale avant tout. Bah oui, parce que ça, on l'a beaucoup évoqué, ça reste au niveau mental, psychologique. Et c'est quelque chose contre laquelle, voilà, mon français m'échappe, on lutte en fait. Voilà. On lutte perpétuellement pour ne pas revenir à ça. Et c'est un facteur de risque pour d'autres maladies qui peuvent se développer. Donc, je ne suis pas contre de s'aimer, de s'accepter. Au contraire, je trouve que c'est génial. Donc, je le rappelle, le mouvement body positive, je trouve ça top.
mais ne pas indexer justement celles qui veulent sortir de ça, parce qu'on en voit certaines, on les a connues comme ça, par ce biais. Et puis quand on les voit se remettre au sport, chercher à perdre du poids, en fait c'était une hypocrite. Ah ça je suis d'accord. Voilà, mais c'est ce que je veux dire. Ouais, c'était une hypocrite. Non, si on a le choix une fois de plus, oui, on sortirait d'obésité parce que c'est une maladie, c'est pas glamour. Moi, je me rappelle à l'époque, avant de me faire opérer, j'étais sur des forums ou des conversations, je crois peut-être même Facebook, et il y avait une grande icône du body positive en France qui m'avait taclé parce que je parlais justement de ma sleeve. Et pour elle, c'était du grand n'importe quoi, que machin, ceci. J'ai son nom quelque part dans la tête, mais la nana, elle est très connue. Elle est très connue. Prudencia. Gaëlle Prudencio. Gaëlle Prudencio, qui est une femme très bien au demeurant, mais qui, je me rappelle, avait été assez difficile dans ses paroles parce qu'elle avait vu que j'étais une personne qui décidait de faire une chirurgie bariatrique et que pour elle, c'était du grand n'importe quoi, tout ça. Donc, il y a aussi ce truc, même chez les personnes grosses, de tu veux maigrir, voilà, machin. Tu te désolidarises de notre cause. Déjà, il y a une sorte, voilà, regarde Adèle comment elle a pris cher quand elle a maigri. Oui, mais moi je suis désolée, encore une fois, on ne doit rien à personne. Et oui, chacun se gère comme déjà, il veut, chacun se gère et vraiment, je trouve ça... En fait, ce qu'il faut voir, moi, je ne nommerai personne, j'ai beaucoup moins de courage que Noémie, mais il faut voir qu'il y a quand même une dimension de business. Franchement, c'est triste à dire, mais à un moment donné, même à titre personnel, moi, à un moment donné, je me suis posé la question, mais le jour où je vais réussir à perdre tout le poids que je veux perdre, qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai atteint mon objectif? Parce que toute ma vie, j'étais au régime. Toute ma vie, il faut que je fasse attention. Toute ma vie, il fallait que... Qu'est-ce qui va me rester, en fait? Donc, quand j'aurai tout perdu, là, le poids, là, et que je serai comme je veux, je fais quoi? Voilà. Il y a ce truc-là où, ça y est, on arrive devant le mur, quoi. À destination, en tout cas. Ah ouais, j'avoue, j'ai jamais eu ça, par contre. Ça, c'est à titre personnel. Et en termes de business, comme je disais, quand on est en surpoids, obèse, qu'on est plus size modèle et quoi... si tu ne l'es plus, qu'est-ce que tu vends? Tu peux plus, tu vends plus de bouquins, tu vends plus d'interviews, enfin, tu vois. Tu vois, il y a cette dimension-là faut aussi. Savoir se réinventer, en fait, tout simplement. Oui, mais malheureusement, vraiment, je n'indexe personne en particulier, parce que, encore une fois, je n'ai pas assez de courage, mais je n'en pense pas moins. Moi, je dis, il y a une petite forme quand même, voilà, de... Il y a le petit côté business, il y a le petit côté... C'est-à-dire que quand tu as marketé ton surpoids, effectivement, si c'est ton business... Il y a une nana comme ça, une américaine, je crois, qui justement disait être gros, c'est bien, enfin, trop manger, c'est bien. Enfin, limite, elle faisait l'apologie de la malbouffe, de la grosseur, etc. Et là, récemment, il y a quelques mois, elle a commencé à faire son weight loss journey, donc à documenter le fait qu'elle maigrisse et tout. Et genre, elle se fait dégommer sur les réseaux. J'ai pas son nom, je sais pas exactement qui c'est, mais j'avais vu ce truc passer. Donc, tu vois, et la fille se réinvente parce que du coup, elle a fait son business sur le fait d'être gros, etc. Et là, maintenant, elle fait son business sur la bouffe healthy, etc. Tu vois. Mais parce que, à titre complètement personnel, il faut savoir à un moment donné ce qui est vraiment bon pour toi et ce qui n'est pas bon. Et tristement, il y a des personnes qui n'arrivent pas à juste faire une pause et se demander, là, ce que je suis en train de faire, finalement, c'est aligné vraiment ou ça l'est pas? Et à un moment donné, non, il n'y a pas de sens en fait. C'est même pas logique. C'est même pas logique. Vraiment sur l'amour qu'on se porte à soi-même, s'accepter, s'assumer, voilà, on dit les termes qu'on veut. Tout ça, c'est très bien. Mais à un moment donné, voilà, comme je dis, il faut savoir faire une pause et se dire, ok, pendant longtemps, et moi ça a été ça longtemps, on m'a toujours connue comme ça. Et on me disait même mais je te vois pas mince. Ah non mais toi t'es tu portes bien ce genre de phrase. Franchement t'es bien comme ça. Ouais mais on m'a dit ça aussi. Ça. Ouais beaucoup de non mais t'étais ça serait pas pareil si t'étais mais là on me l'a sorti t'étais mieux avant. Bon, par contre moi il y a une phrase qui a été très réparatrice qu'une amie m'a dit un jour, c'était meuf, rends-toi compte, t'as toujours été fraîche, que tu sois mince, grosse, peu importe. Donc en fait on s'en fout, non? Je dis, ah ouais, j'avoue. Oui, voilà. Tout simplement. Et ça aide de ouf. Et ça, c'est des phrases qui sont justement
constructive, on va dire, qui t'aide. Alors que le truc de t'étais mieux avant, oui, moi on m'a dit t'étais bien plus belle avant, avec tes rondeurs, tout ça. Mais en fait, moi, ce que je t'ai demandé ton avis. Déjà, alors moi, ce qui m'aide énormément, c'est quand t'étais grosse, tout le monde avait sa petite idée sur comment tu peux maigrir. Exactement. Et même on m'a sorti ça. Ah non, mais là c'est bon, tu t'arrêtes là, faut plus perdre. Bon, de toute façon. Ma mère m'a dit ça aussi. Oui. Faut plus perdre. Et je dis mais c'est marrant parce que la Noémie, il faut arrêter maintenant. Oui. Je dis quand je grossissais, il y en a pas qui, vous m'avez pas aidé à me stopper à prendre. Exactement. Et là maintenant que je maigris, mais bon, vraiment la vie des autres. Alors là, cette décision, quand je l'ai prise tellement toute seule. J'étais tellement toute seule là sur ma table d'opération. Il y a qu'à moi qu'on a mis l'anesthésie, il y a qu'à moi qu'on a coupé l'estomac. Donc vraiment toutes les conséquences, tout ce que j'ai pu faire. C'était que moi, donc voilà. Le soutien, oui, mais les critiques, non. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est quoi les effets secondaires de cette intervention sur le plan physique, psychologique, dans le sens positif comme négatif, hein. Donc, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui perdent toute l'élasticité de leur peau, qui se retrouvent avec un tablier, voilà, qui ont des gros épisodes de fatigue. Perte de cheveux, les dents peuvent se déchausser parce que manque de vitamines aussi. Ah ouais, ok. Mais après, dans le positif, tu peux avoir une meilleure image de toi, tu peux... Enfin, voilà. Du coup, quelle est votre expérience vis-à-vis de ça, au niveau des effets psychologiques et physiques, bien comme moins bien, quoi? Alors, en ce qui me concerne physiquement, ce qui a été... Bon, moi, je trouve que franchement, ça s'est bien passé, dans le sens où j'ai pas eu tout ce qui était vomissement. Ok. Voilà, j'ai pas eu de vomissement. Par contre, bon, c'est pas très glam, mais bon, moi, c'était plus des diarrhées, hein, on va dire les termes. Donc, en fait, dès que je mangeais, c'est vrai que directement, je partais aux toilettes. Ouais. Ça me l'a fait pendant une bonne période. Je crois que c'est ce qui a fait, d'ailleurs, que j'ai perdu très rapidement. Okay. Vraiment, moi, en 4 mois, c'était... voilà, j'ai perdu 32 kilos en 4 mois. Ah ouais. Wow. Et après, par contre, je me suis stabilisée. Donc, depuis septembre, je suis complètement stable. Donc, ça fait plusieurs mois. Je perds plus et j'ai pas l'impression. Mais moi, je suis très... En fait, justement, je crois que c'est lié au fait que j'étais tellement prête psychologiquement et que moi, mon but, c'était pas d'être brindille ou je sais pas quoi. Non, moi, je voulais vraiment perdre ce poids qui me rendait malade, en fait. Parce que du coup, là, moi, c'était lié aussi à des comorbidités. Et d'ailleurs, je suis en rémission de diabète. Ah oui. Voilà, le diabète est parti et j'espère qu'il ne reviendra pas. L'apnée du sommeil aussi, pareil. Donc ça, c'était... du coup, ça, c'est des points positifs, clairement. À part ça, moi, j'ai pas ressenti la fatigue. Au contraire, j'ai eu un regain d'énergie incroyable. Ouais. Après, chaque cas est tellement unique et différent. Moi, j'ai des enfants. En plus, elles sont en bas âge. À ce moment-là, ma plus grande, elle allait avoir ses 6 ans. Ma dernière, elle venait d'avoir ses 2 ans. Donc, pas le choix, en fait. Voilà. Il fallait que de rester dynamique. Pas le choix, en taquet, plus. Quoi. Clairement. En plus, du coup, je m'étais séparée peu de temps avant. En plus, l'année de ma sleeve, ça a été une année juste ouf, vraiment. Une année charnière. On se débarrasse du mari, on se débarrasse du poids, on se débarrasse c'est que souvent, il y a des vraies études qui prouvent que quelques temps après les sleeves et après la perte de poids, il y a beaucoup de séparation. Ah oui, moi, c'était avant, du coup, comme ça, je ne suis pas dans les statistiques. Moi, je suis... Voilà, je fais l'exception. Mais n'empêche que comme ce processus... Il a été vraiment... mentalement, je m'étais tellement préparée en amont que je pense que oui, ça a contribué. En fait, je savais que cette année-là... Ça fait le ménage, quoi, littéralement. Ouais, vraiment. Ouais, clairement. Donc, du coup, ça m'a... Je sais pas, vraiment, j'ai eu ce regain d'énergie, j'ai eu ce regain de confiance en moi. Ouais, ça aussi, je l'ai eu. Ouais, vraiment. Et voilà, quoi. Donc, je me suis occupée de mes enfants, je les emmenais à l'école. T'étais là, quoi. Je faisais tout, quoi. Et donc, non, j'ai prévenu aussi la chute de cheveux, etc., avec les compléments alimentaires. Et je mangeais bien. Le peu que je mangeais bien, en fait. J'avais des envies de salade, de crevettes avec avocat, tomates cerises. J'avais vraiment ce genre d'envie-là. Donc, pendant un bon moment, vraiment, je faisais que des plats très, très sains. Et voilà, c'est vraiment de ça dont j'avais envie. Je me disais, attends, si tu manges aussi peu, voilà, tu vas passer de gourmande à gourmet, en fait. Donc, j'ai saisi l'opportunité.
J'ai réussi à me détacher du coca parce que je suis coca-colique, voilà, vraiment addict au coca, donc c'est hyper contre-indiqué, hein, clairement formellement même interdit limite. Bon, j'ai cédé, hein, au bout de quelques temps, je vais être très honnête, franchement, parce que c'était trop compliqué. Donc t'es retournée à la consommation ouais, de coca. Je suis retournée à la consommation de coca, mais de façon beaucoup plus raisonnable, parce que voilà, justement, je voulais plus... De toute façon, mon corps me stoppe. Ouais. Mais je me suis dit non, les privations à outrance, même si vraiment, je le dis, en fait, pas comme moi. Mais voilà, j'y suis quand même retournée de façon raisonnable. Donc voilà, les côtés compliqués, c'était un peu ça. J'ai eu 2 fois des malaises. Parce que une fois, vu que je pouvais pas manger grand-chose, j'étais avec ma fille, on avait pris une glace. Et c'est pas passé du tout. J'ai vraiment eu un coup de chaud. Enfin, tout de suite, ouais, tu transpires de ouf, tu te sens mal. Enfin, j'ai manqué vraiment de m'évanouir en public. Et bon, après, voilà, ça m'est arrivé, je crois, 2 fois ça. Mais après ça, moi, franchement, sur tout le côté physique, ça s'est bien passé. Même au niveau du relâchement cutané, j'ai pas eu trop de dégâts. Ouais. Plus au niveau de la poitrine, quand même, parce que j'avais vraiment une forte poitrine, donc ouais, j'en ai perdu vraiment beaucoup. Mais sinon, voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est me masser tous les jours. Bon, ça, c'est une habitude que j'ai de toute façon d'emblée. Mais j'ai rajouté huile de carotte, beurre de karité. Donc, vraiment, j'ai pris plaisir à me faire mes petits massages, oui. Voilà, j'ai fait ça. Je pense que ça m'a aidée. Et voilà. Donc, dans l'ensemble, moi, vraiment, pour l'instant, en tout cas, un bilan très positif. Donc, je ne pousse pas tout le monde à le faire, mais je pousse les personnes vraiment qui veulent faire ça, je les pousse à vraiment déjà trouver la cause de leur prise de poids. Ouais. Parce que c'est pas toujours l'alimentation. Et si ce n'est pas exclusivement l'alimentation qui vous a fait prendre du poids, malheureusement, la sleeve, le bypass, ce que vous voulez, ça ne va pas réellement vous aider. Exactement. Mécaniquement, oui, parce que oui, quand on arrête de manger, on perd du poids. Mais après, tout revient parce que tout est installé déjà. Ouais. Donc vraiment se préparer mentalement, faire des recherches, savoir les causes et n'écouter que soi, en fait, quand on a pris sa décision. Ouais. Ok, et toi du coup ? Alors moi, les effets secondaires, pareil que toi, j'ai eu une très bonne convalescence, ça s'est super bien passé, j'ai pas fait de malaise. Je me souviens d'une fois où j'ai mangé un peu trop gras dans un restaurant, pas très longtemps après m'être fait opérer, je pense. Quelques mois quand même. Et là, je me suis sentie mal, donc j'ai dû aller vomir aux toilettes pour me libérer en fait de ça. Donc c'était ça. Sinon, ma peau, elle a pas bougé du tout. C'était assez spectaculaire. Mais en même temps, tu as dit, t'es assez sportive, donc je pense que ça a dû t'aider aussi. Joue, ouais, le sport, ça a aidé. Après, je pense aussi qu'on a la peau qu'on a et que du coup, on a la peau plus épaisse et qu'elle a plus d'élasticité aussi. Ouais. Mes seins n'ont pas tenu le coup, par contre. Ça, c'était clair. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait, merci mon chirurgien. Et du coup, ça a sauvé les meubles. J'ai pas perdu de cheveux plus que ça. Je pense que moi, ce qui avait posé problème, c'est que j'étais anémiée déjà en fer à la base. Donc les cheveux, j'en perdais, mais j'en ai pas perdu plus. Ouais. Je pense, en tout cas. J'étais contente d'avoir perdu. Je me suis pas rendu compte que j'avais perdu autant, parce que souvent j'allais dans les magasins, c'était assez drôle, hein. C'était déroutant d'aller dans les magasins, de demander une taille, et la vendeuse qui me dit ouais, mais c'est pas votre taille. Je dis mais si, c'est ma taille, je vous assure. Elle me dit non, mais en fait c'est pas votre taille. Et moi je rentre dans la cabine d'essayage, effectivement c'était pas ma taille, donc en fait je me voyais pas comme j'étais. Ouais. Ah ouais. Et j'ai un peu ce regret. Parce que comme je disais, j'ai repris du poids. J'ai le regret de ne pas avoir eu le temps de me voir comme j'étais pour savourer. Ouais, je vois tellement. Parce que je me revois en photo maintenant, et quand je pense à tous les vêtements que j'aurais pu porter, tous les petits plaisirs que j'aurais aimé me permettre vestimentairement, tout ça, que j'ai pas eu le temps de savourer parce que j'étais encore dans ma tête avec un corps de grosse. Et du coup, je me suis interdit certaines choses. Voilà, forcément, j'ai repris du poids, donc les choses que je m'étais interdites, je me les interdis encore plus aujourd'hui. Ouais. À tort ou à raison, hein. On peut avoir son avis là-dessus, c'est pas tant le problème, c'est juste que moi, dans ma tête, il y a des choses que je suis pas prête à faire, même si j'aimerais beaucoup. Mais ça, c'est un peu mon regret, c'est de ne pas avoir pu profiter plus. Ouais, mais tu sais, vu que dans ton cas, c'est aussi du poids psychologique, etc. Et ce n'est qu'après que j'ai compris.
je suis pas sûre que... Enfin, en fait, je transpose avec mon cas où j'étais vraiment au top du top de ma forme, etc. Alors, j'ai tout fait, hein, les mini-shorts, les mini-hauts, les machins, les trucs. J'ai savouré comme never. J'ai pas eu le temps. Je suis témoin. J'aurais aimé ça. Et pour autant, psychologiquement, c'était pas ça, quoi. J'avais quand même des complexes. En fait, t'as osé quand même. Comme toi, Fatou, il y avait une dissociation totale où je me disais, je suis trop fraîche, je suis en place, nanana et tout. Et en même temps, j'étais dans la surconsommation de relations parce que j'avais besoin de me prouver que ça y est, je plais au monde entier, tu vois. Oui. Et en même temps, le moindre rejet était destructeur, quoi. Psychologiquement, tu vois. Parce que tu te dis, ah, mais en fait, même en étant au top, bah, finalement, je suis une merde, quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu bizarre qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Et donc, du coup, il y a toujours ce rapport au corps qui est très complexe, quoi. Tu vois? Mais après, je sais pas. Parce que c'est psychologique, encore une fois. Ouais, mais tu vois, ce que tu dis, tu t'es sentie fraîche et tu t'es permis de mettre certaines choses. Ouais. Moi, je suis pas arrivée à ce stade-là, en fait. Je me voyais maigrir, je savais que j'avais maigri, mais je me suis pas encore... J'étais encore au stade où j'étais grosse et il y a beaucoup de vêtements ou de choses que je me suis pas autorisée. Donc, au final, c'est pas ta silhouette, alors, finalement. Moi, je pense que c'est vraiment le psychologique. Vrai, pour le coup, je me suis toujours trouvée fraîche, tu vois. Mais en même temps... J'avais pas d'estime de soi, quoi. Donc c'était ça qui était un peu bizarre, tu vois. Parce que je me suis jamais trouvée moche ou quoi que ce soit, tu vois. Parce que je sais que même étant en obésité, j'ai eu des périodes où vraiment, bah en fait, non, je me sentais vraiment canon. Je me disais, bah pour une grosse, bon, même si je sais que c'est un terme qui est pas forcément cool quand on te le dit. De quoi, grosse? Non, pas grosse, mais genre qu'on dit, ah, t'es jolie pour une grosse. Mais moi, je me disais, mais attends, mais regarde-moi ça, t'es au-dessus des 100 kilos, regarde, tu fais une taille 46-48, voire même 48-50 à un moment donné. Mais regarde comment ça donne, en fait. Et moi, je vois que je trouvais des sites où je pouvais commander des belles robes de soirée, etc. En plus, bon, moi, au quotidien, je me maquille pas forcément, mais... quand je vais en soirée, moi j'aime bien même faire appel à une maquilleuse et tout. Et là, je me colle mes faux cils, je fais mes trucs. Et je me trouvais trop canon en fait. Et je me disais, bah en fait, je vais pas attendre de faire un certain poids ou une certaine taille pour faire ce que j'ai envie, quoi. Ça, je pense que c'est exactement ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment dans la tête. Ah oui, mais c'est 100% pour moi dans la tête. Déjà, je dissocie vraiment l'estime de soi et la confiance en soi. Moi, j'ai de l'estime de moi. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, c'est pas un problème. J'ai des problèmes de confiance en moi. Mais moi, je suis une enfant qui a jamais été valorisée. Moi, on m'a jamais dit que j'étais belle, on m'a jamais dit que que je pouvais plaire. Donc, j'ai grandi avec ça. C'est un truc qui est encore très ancré en moi. Donc, moi, je me suis jamais regardée dans le miroir en me disant, ah bah t'es belle pour une grosse, ah bah ceci, cela. C'est pas que je me regardais je me lève jamais le matin en me disant, oh t'es moche, t'es grosse, tu pues. Tu vois, des trucs comme ça, je suis pas du tout. En fait, c'était entre guillemets inexistant. C'est juste qu'il y avait pas en fait. Bah, finalement, oui, je dirais jamais oh je suis nulle, je sers à rien, je suis qu'une merde. Tout à l'heure t'as dit ça, moi ça m'a choqué parce que j'ai jamais eu ce genre de après, je me suis jamais dit consciemment t'es qu'une merde. Par contre, inconsciemment, dans mes comportements ou dans la manière dont je me traitais ou je laissais les autres me traiter, c'était clairement ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire aussi. Mais du coup, j'étais pas du tout dans la... Je me suis jamais... c'est pas que je me suis jamais dévalorisée ouvertement, mais je me suis jamais non plus valorisée. Je ne sais pas comment faire. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, les compliments, et j'en ai reçu des compliments dans ma vie, tu vois, il n'y a pas de problème. C'est très difficile pour moi à intégrer. Comme les cadeaux, tu vois, je reçois difficilement les cadeaux, les compliments, et je me sens tout de suite mal à l'aise. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je travaille beaucoup avec ma psy aussi, c'est que si quelqu'un me complimente sur quelque chose, dis merci en fait. Alors que moi j'avais tendance à dire ouais mais non, tu vois, tout à l'heure vous m'avez complimenté sur mes cheveux et j'aurais pu juste dire ouais mais tu sais ouais bon j'ai fait vite fait, oui mais tu sais, alors que maintenant je vais juste dire merci. C'est un travail mental, c'est un exercice, c'est vraiment une gymnastique mentale que je mets en œuvre. On m'aurait complimenté sur ma robe et je t'aurais dit ah ouais mais c'est un vieux truc que j'ai acheté en seconde main, pas 10 balles machin. En fait je juste dis merci, la robe est belle, peu importe comment ça s'est passé, on s'en fout. Si quelqu'un me dit ah t'as bonne mine aujourd'hui, t'es rayonnante, mon réflexe c'était de dire ouais mais je suis bien maquillée en fait. Putain, tout de suite c'est mon réflexe, c'était de contrer le truc pour dire non mais je veux pas te mentir hein, et en fait mon travail aujourd'hui, et vraiment je mets ça en pratique, c'est pas naturel, c'est que quand quelque chose de positif vient vers toi, accueille, dis merci. Bah, moi, j'étais longtemps comme ça. Et en fait, limite, tu te dis, même si tu le fais pas pour toi-même,
au moins par respect pour la personne qui te fait. C'est exactement ça. Bah oui. Parce que sinon, tu lui dis que littéralement, elle a de la merde dans les yeux et qu'elle voit pas bien. Oui, c'est ça, en fait. Mais la personne, cool. elle le perçoit. Voilà, elle le perçoit. Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi, c'est ce que je me disais. Je me dis, bon, bah, sur un malentendu, la personne me trouve jolie, la personne trouve que mon habit ou ma robe ou je sais pas, mes chaussures sont sympas. Ok, dis rien, c'est ce qu'elle pense, bah, très bien. Et puis en fait, à force, non, moi ça y est, maintenant... Moi, c'est vrai que j'étais gênée des compliments avant, alors que pour le coup, j'en ai reçu beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup été valorisée dans ma vie de manière générale. Même par ta famille. Beaucoup par... bah oui, même ma mère. Hein. Tu vois, c'est encore ça, c'est cette moi, jamais. de... je suis hyper intelligente, je suis belle, j'ai des beaux cheveux, blablabla. Mais en même temps, faut faire attention à son poids, il faut nanana. Donc, ouais, de manière générale, j'ai beaucoup été valorisée, mais j'avais beaucoup de mal à l'intégrer, je pense. Parce que moi, j'avais... Enfin, encore une fois, ça revient à l'estime de soi, où je comprenais pas pourquoi les gens m'aimaient. Tu vois ? Moi, c'était plus ça. Ah oui, ça aussi, par contre, Ou alors, limite, je me disais, ouais, mais ils m'aiment pas vraiment. Alors, du coup, je faisais tout pour être aimée. Tu vois, j'allais être la plus drôle, la plus intelligente. Il y avait même pas besoin, parce qu'on t'aimait naturellement, en fait. Mais moi, c'est un truc, et même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours des restes de ce truc-là, où... Enfin, moins quand même, mais ouais, j'avais du mal à croire en l'amour qu'on pouvait me porter. Autant j'ai pas de mal à en donner de ouf, oui, et j'ai du mal à recevoir. Bah, c'est une sorte de modestie exacerbée, voilà, faut être humble. Donc, en étant humble, je pense que t'as réellement l'idée de pas mériter, en fait. Oui, c'est ça. Bah ouais, mais on mérite, en fait, si. Parce que c'est quelque chose de naturel, en fait. Quelqu'un peut te voir et t'apprécier tel que tu es, en fait, et te trouver... des qualités en fait, tout simplement. Mais c'est fou, hein, même tu vois des amis du lycée que tu connais, hein, Camille et tout ça, j'ai mis du temps à comprendre qu'elle m'aimait vraiment, quoi. Mais oui. Alors, et je sais pas pourquoi, en fait c'était même pas une question que je me posais, mais un jour j'ai vraiment conscientisé de ah oui, ok, les gens ils m'aiment vraiment. Tu vois, mais alors que jusque-là, bon, je suis là, mais je suis là parce que, voilà, je sais pas, peut-être il y a un intérêt à me fréquenter parce que je suis cool, ou parce que je suis marrante, ou parce que je suis généreuse, j'en sais rien. Mais il y avait pas de... Ils m'aiment juste parce qu'ils m'aiment, quoi. Tu vois, genre, ce truc-là, ça n'existait même pas dans ma réalité. Alors que moi, c'était vraiment plus le rapport aux hommes qui était comme ça. Parce que j'ai toujours été entourée, j'ai toujours eu des gens autour de moi, et j'ai jamais vraiment questionné le fait qu'on puisse m'aimer, même si j'avais du mal, parfois, à... comprendre qu'on puisse m'aimer avec mon corps. J'ai parfois dit à des amis, mais vous m'aimez comme ça, mais... Et les gens me disent, mais c'est de quoi tu parles, en fait? La question, elle se pose pas, c'est toi, point barre, on s'en fout de que tu sois XL ou peu importe, c'est toi. Mais par contre, avec les hommes, aujourd'hui encore, pour moi, si un homme me donne de l'intérêt, j'ai un truc où je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et je fais partie de ces meufs chiantes qui pourraient poser la question, mais pourquoi tu m'aimes? Parce que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir. Je sais que je l'ai posé à quelques ex aussi, cette question. Faut pas faire trop ça, mais après, normalement, une personne qui t'aime te dira très clairement et très facilement pourquoi elle t'aime sans que tu aies à poser la question. Ça se fait aussi naturellement, mais j'ai encore beaucoup de mal à comprendre l'intérêt que je peux susciter dans certaines situations. Et c'est parfois un peu... je fais partie des gens qui s'auto-sabotent dans ce sens-là, tu vois. Ouais, complètement. Ouais. Bah, moi, alors, c'est complètement paradoxal. Je ne sais pas si c'est de la schizophrénie, de la folie, je ne sais pas. Mais moi, le fait qu'aujourd'hui, je puisse plus plaire, plus attirer... j'en retire vraiment de la frustration. Parce que je me dis, mais c'était moi déjà, j'étais déjà comme ça en fait, mais vous me voyez pas en fait. J'étais déjà comme ça, c'était déjà ma personnalité et tout. Ouais. Mais je dois quand même reconnaître que je pense que le fait d'avoir perdu du poids et d'atteindre l'objectif, en tout cas moi mon objectif donc c'était de me débarrasser des kilos. J'avais pas un objectif de me dire physiquement, il faut que je ressemble à ci ou à ça, parce que j'ai jamais eu de modèle réellement de me dire je veux ressembler à telle personne. Non, c'était moi juste déposer mes bagages. En fait, moi, j'ai voyé comme un excédent de bagages dont j'allais me débarrasser. Voilà. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, c'est bon. Faut que je maintienne, faut que je fasse attention, voilà. Mais en tout cas, voilà. Et je pense clairement que ça a dû quand même influer peut-être sur certaines insécurités. Peut-être, parce que j'en ai toujours, mais...
peut-être en tout cas que, je sais pas, peut-être que quand je marche dans la rue, je suis peut-être un peu plus rayonnante, ou j'en sais rien, parce que pourtant, c'est des compliments qu'on me faisait quand même avant. Bien sûr. Donc en fait, je suis un peu perdue, mais le fait en tout cas de plaire à une plus grande tranche de la société, je me dis, mais en fait, vous étiez tous une grosse bande d'hypocrites, ou vous étiez aveugles, ou je sais pas ce que j'ai envie de leur dire, mais en tout cas, j'ai envie de leur dire, mais c'était déjà moi, en fait, j'étais déjà comme ça. Ouais. Oui, mais peut-être que ton regard sur toi-même a changé aussi. C'est ça, en fait. Donc, je suis indulgente, je reste indulgente et je me dis, finalement, moi non plus, en fait, j'étais pas forcément si fan que ça de moi. Ouais. Oui, je m'aimais, mais il y avait une partie où je me tolérais aussi. Et ça, je me dis, voilà, quand finalement on s'accepte pas à 100% ou quand on n'est pas vraiment satisfait, oui, il faut chercher les solutions. Voilà, pour complètement. Pour changer. Hein. On en vient à ma question suivante, du coup. Est-ce que vous vous sentez mieux dans votre corps aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez ou vous considérez différemment par rapport à avant ? Et est-ce qu'il y a des blessures psychologiques associées au rapport au corps qui sont traitées, qui sont guéries à travers un suivi psychologique, par exemple, ou d'autres types de médecine holistique ? Je sais pas, Noémie, tu veux répondre d'abord ? C'est très vaste ta question. Déjà, il y a 2 questions, mais la première partie, c'était est-ce que vous vous sentez bien maintenant dans votre corps ? Ouais, on va diviser un peu. Comment vous sentez est-ce que vous sentez mieux aujourd'hui dans votre corps qu'avant ? Est-ce que vous voyez, vous considérez différemment par rapport à avant ? C'est compliqué à dire, étant donné que j'ai repris du poids. Ouais. Et comme tu disais, t'as pas eu le temps d'intégrer vraiment ton image. J'ai pas eu le temps, je me raccroche à des souvenirs, à des photos, mais non, aujourd'hui, est-ce que je suis à l'aise dans mon corps ? Pas du tout, je pense pas. Est-ce que je donne bien le change ? Je pense, parfois. Je pense que les gens seraient surpris de savoir comment je le vis au quotidien, c'est difficile. Il y a des jours où je me tolère. Il y a des jours où je me tolère moins. Parfois, j'essaie d'avoir des paroles positives à mon égard. Ça, c'est mon grand travail, c'est mes gros devoirs d'apprendre à être positive en ce qui me concerne. Apprendre à m'aimer. Moi, je suis encore sur la route. Clairement, là, moi, je peux pas dire que... Je sais ce que j'apprécie chez moi, en termes de comportement, en termes de caractère, d'énergie, tout ça, de vibe. Je peux te dire ce que j'aime chez moi. Physiquement, j'ai encore un vrai problème avec moi-même parce que j'ai l'impression de me balader avec un corps qui n'est pas le mien. Je suis pas à l'aise dans mes pompes, clairement, même si encore une fois, je pense que je cache bien le truc, mais comment je pourrais expliquer ? Alors, j'ai une petite question qui va s'injecter là. Mais est-ce que ça, tu penses que ça a un rapport, par exemple, avec le fait d'être noir en France ? Est-ce que si, par exemple, t'étais dans... alors après, c'est pas ta réalité, donc peut-être que t'as pas de réponse, mais si t'étais dans une société ou une culture où les femmes plus corpulentes étaient mieux acceptées, est-ce que tu penses que ça aurait un impact ? Par exemple, quand tu voyages à l'étranger ? C'est une très bonne question, et je vais te répondre. Le fait d'habiter à Paris, en France, ça fait une grosse différence pour moi. Et j'ai vécu la différence quand j'habitais à Montréal, au Canada, où, pour la première fois, je me suis autorisée à manger dehors, dans la rue. J'ai vu que le rapport au corps était très différent. Je me sentais pas spécialement regardée, jugée. Et peut-être que je le suis même pas ici à Paris, mais en tout cas, je sais qu'on a ce truc à Paris où il faut rentrer dans un espèce de moule, tout ça. Montréal a beaucoup changé peut-être pas ma perception de moi, mais le confort que j'avais avec moi-même. C'est vrai que j'ai pris énormément de poids là-bas. Mais j'étais self-conscious, mais j'étais peut-être moins self-conscious que je le suis aujourd'hui, à poids moindre, physique plus réduit déjà. Il y a ça. Et puis, dans la même veine, moi, ma mère est de la Martinique. Je vois aux Antilles, population noire, effectivement, beaucoup de femmes où certaines sont en surpoids ou dans l'obésité, ou en tout cas des rondeurs, des physiques différents, très assumés,
très assumé, des vêtements colorés, parfois courts, parfois abusés, moulants. Et je me suis posé la question souvent de me dire, est-ce que si j'avais grandi aux Antilles, j'aurais un rapport au corps différent? C'est possible, parce que j'aurais été entourée de gens qui me ressemblaient plus et qui assumaient beaucoup plus leur diversité physique. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc c'est fort probable que oui. Après, dans ma tête, là, ce qui se dessine quand même, c'est les deux gros pans de mes problématiques, c'est quand même ma mère et la société. Et je pense que ma mère étant ma mère et qu'elle aurait été ma mère même si j'avais été aux Antilles, le problème se serait posé quand même. Parce que si tu veux, dans le noyau familial, je n'avais déjà pas ce truc rassurant, valorisant, d'amour et d'acceptation que j'aurais eu besoin d'avoir en tant que socle pour me développer correctement. C'est vrai. La société n'a rien arrangé. Mais j'avais déjà tous mes problèmes, mon bagage à moi, mes kilos excédentaires, émotionnels, tout ça. Et c'est dans ça part dans le cocon. Ça part du cocon familial, de la sphère familiale. Ça ajoute une difficulté. Hein. Et donc ça ajoute une difficulté. Donc peut-être que ça aurait changé quelque chose, mais je pense que fondamentalement, pour que je sois une personne différente, j'aurais dû évoluer, et ça comme tout le monde, mais dans un noyau familial différent avec une relation à la mère différente, clairement. Parce que moi, c'est le noyau de tout ça. Et d'ailleurs, je dis toujours que ma vie, c'est une triade. Il y a ma mère, la nourriture et moi. Et ça a été comme ça toujours. Et là, en ce moment, ça fait quelques années que je travaille d'arrache-pied pour casser ce système, casser les cycles, casser tout ça. C'est un travail de longue haleine qui prend du temps. C'est très, très difficile. Mais je sais aussi qu'un jour, moi, j'ai envie de devenir mère. Et je me suis toujours dit, depuis l'adolescence, je sais qu'il y a depuis petite, je sais qu'il y a des problèmes. Depuis l'adolescence, je me dis, Noémie, il va falloir que tu règles certaines choses. Pour pas projeter sur mon enfant. Donc là, maintenant, vraiment, je vis des choses incroyables, folles, déroutantes, difficiles, perturbatrices, je sais pas comment dire ça, parce que je suis en train de faire un espèce d'énorme ménage émotionnel, familial, relationnel, avec moi-même, avec les autres, plein de choses, et je sais que c'est pour le mieux, mais je suis là littéralement, je traverse des moments intenses, pas difficiles nécessairement, par quoi que, mais intenses, parce que je suis en train de faire ce gros je suis dans un chantier, là. Je suis en plein dans un chantier, c'est hyper agréable le chantier parce que je vois le bout du tunnel et je sais que ça ira mieux, mais quand t'es dans les travaux, c'est messy. J'ai toujours utilisé cette image un peu, j'adore utiliser cette image de tu vois, aujourd'hui c'est le grand ménage de printemps à la maison, et ben tu vas te lever un samedi matin et tu sais que tu dois littéralement débarrasser ta maison de tout ce qui traîne, tout ce qui est en trop, tout ce qui est sous le canapé, derrière le lit, tous ces trucs-là. Et en fait, tu commences à 10h ton grand ménage. À 14h, ta maison, c'est le chaos total. Parce que t'es in between, t'es dans un process où les chaises sont retournées, les coussins sont machin, t'as une machine qui tourne, il y a du bruit, machin et tout. Et tu ne seras apaisé qu'à 19h quand t'auras fini. Et tout sera propre. Mais dans le process, tu luttes, tu galères, c'est désagréable, et à chaque instant tu peux te dire c'est trop pour moi. C'est tellement vrai. Et donc là je suis dans ce process, là tu vois il est 16h pour moi dans le ménage, c'est-à-dire que je vois le bout du tunnel, mais j'ai pas encore fini de nettoyer. Et tant que j'ai pas fini de nettoyer, je serai pas apaisée en fait. Tu te poser, mais tu dis non, je me pose pas parce que sinon je vais pas repartir. Exactement. T'inquiète, je connais bien. Donc je suis en plein dans mon gros ménage impersonnel. C'est une belle image. C'est une très belle image. Moi, j'avais tendance à dire, je suis devant mon miroir et je peux pas regarder ailleurs que devant ce putain de miroir. Donc, du coup, il faut regarder chaque recoin et regarder. Enfin, tu vois, il y a ce truc, mais c'est un miroir intérieur, où tu regardes tu vas fouiller, et même les trucs que t'as pas envie de regarder, tu dois les voir, en fait. Et tant que tu regardes pas ça, tu peux pas aller mieux et tu peux pas changer ton rapport à toi-même et aux autres, en fait. Donc, c'est sûr. C'est difficile, hein. Et ça prend du temps. C'est énormément de travail. Mais moi, c'est le début tu te sens métamorphosé. Bien sûr, mais c'est le début de la guérison. Déjà, de décider de ne plus regarder ailleurs et de s'attaquer au fameux chantier. Pour moi, c'est déjà le début.
Parce que être dans le déni, et non, ça... C'est ça, et tu te rends compte qu'il y a des gens qui traversent toute leur existence dans le déni. Ah oui, et moi, j'ai beaucoup de peine pour eux. Oui, au sein même de sa propre famille. Ah oui, surtout dans ta famille. Et d'ailleurs, les gens qui sont dans le déni, c'est les gens qui descendent à midi avec leurs chaussures pleines de boue et qui marchent sur le sol que tu viens de nettoyer. Ouais. Et ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que toi, si tu fais ton ménage, si tu fais le travail que tu as à faire, tu peux être entouré de gens qui, eux, ne feront pas le ménage, n'ont pas conscience du bazar dans lequel ils évoluent, et viennent ruiner le travail que tu es en train de faire. Totalement. Ah oui, et ça, une phrase, ça peut te trigger bien sûr. Immédiatement, quoi. Exactement. Mais bon, moi, justement, je sais que j'ai mis des choses en place pour être moins triggerisée, ou en tout cas pour dire ça, non, tu vois. Parce que tu connais tes limites et tu veux qu'on les respecte maintenant. Tu sais. Et donc, du coup, parfois... Enfin, pardon, mais parfois... je sais que j'ai déjà entendu mes sœurs me dire mais maman, elle ose rien te dire, elle a peur. Mais non, c'est juste parce que moi j'ai posé mes limites en fait. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Et elle va me dire les choses. Elle va me les dire avec beaucoup plus de souplesse et différemment. Et de tact. Parce qu'elle sait que ça va me faire vriller, tu vois. Et c'est tout. J'ai à peu près la même chose aussi. Et du coup, on a une relation très saine aujourd'hui et très belle. Et avec ma mère, ça n'a jamais été trop conflictuel en soi. Mais c'est parce que moi, j'allais intérioriser beaucoup de choses, etc. Et au moment où je suis arrivée à la confrontation, justement, ce chantier, tu passes aussi par regarde, t'as marché là, et regarde ce que t'as fait là, et machin. C'est dur de dire ça à l'autre. Qui plus est à ta mère. Exactement. Mais ça a été compliqué, ça a pris des années. Mais finalement, on en ressort beaucoup mieux derrière, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, je me sens beaucoup mieux intérieurement grâce au fait d'avoir pu confronter ma mère et qu'elle a su écouter, même si ça a pris le temps et tout. Ça, c'est une chance parce que si elle a écouté, déjà, c'est que elle est ouverte à ça et que même si ça va pas forcément dans son sens, elle te considère, toi, elle écoute ce que tu as à lui dire, ce que tu pourrais potentiellement avoir à lui reprocher, et c'est super bien. Moi, je peux pas dire la même chose de ma mère, malheureusement, qui, elle, est dans le déni total et qui refuse d'écouter, d'entendre et de reconnaître ce que moi j'ai vécu et comment je l'ai vécu. Et du coup, ça donne doublement du travail parce que tu veux avancer, mais t'es confronté à des murs et t'as quand même ce besoin parfois d'avoir quelqu'un qui reconnaît les écarts. Justement, mais est-ce que... Bon, là, on va pas faire une psychanalyse, mais je veux dire, des fois, il faut aussi se dire que... La personne, elle en est pas capable. Ah, mais j'ai compris ça. C'est ça. Et qu'il faut lâcher prise, en fait, parce que la personne... Bon, le mot est peut-être fort, mais là, je parle pas forcément de ton cas particulièrement, mais moi, j'attends pas de la personne qui m'a détruit, ou qui a essayé, en tout cas, de me détruire, qu'elle vienne réparer, en fait. Ouais. Non, j'attends pas ça de cette personne-là. Donc vraiment, encore une fois, je sais pas pour dire qu'elle t'a détruite, parce que je pense pas que tu sois détruite, mais en tout cas, des choses qu'elle a pu te faire qui t'ont fait mal, faut pas forcément attendre que ce soit elle qui répare, en fait. Et moi, c'est ce que je pense. Et je suis d'accord avec toi, et je pense que tout se fait par étapes. Et tu vois, là, c'est marrant que tu parles de ça, parce que moi, personnellement, j'en suis arrivée à cette étape-là, enfin, de me dire, déjà, comprendre qu'elle changera jamais, qu'elle ouvrira jamais son esprit par rapport à ça, qu'elle comprendra jamais. Et j'ai intégré qu'il fallait que je me libère de ça. Mais tu sais, c'est ta mère intérieure aussi qu'il faut que sur laquelle tu travailles réellement, tu vois. Et c'est ça. La mère intériorisée, si je peux dire ça. C'est exactement ça. Et là, j'en suis au stade où j'ai compris qu'effectivement, je n'avais rien à attendre, que je ne devais pas attendre. Mais là, je suis dans la phase où je fais le deuil de cette attente qui a duré des années. Où j'ai espéré un changement, un revirement, une prise de conscience, une reconnaissance des faits. Et effectivement, parce qu'encore une fois, je suis bien entourée, j'en parle beaucoup autour de moi, je me documente pas mal, j'ai une psyché incroyable. Et je me fais accompagner à plein de niveaux différents. Aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je lâche prise, il fallait que je me tourne vers l'avenir, ou en tout cas que j'avais les ressources en moi pour m'occuper de moi, prendre soin de moi. Mais je suis pas encore au stade où c'est compris, mais c'est pas encore mis en pratique. Et j'ai beaucoup d'espoir en moi pour les prochains mois, les prochaines années, parce que je sais que c'est le next step, tu vois. Et c'est ce qui va peut-être débloquer la perte. Complètement. Moi, je sais que mon frein à ce niveau-là, ça va être plus mon rapport à mon père. Ça m'a mis plus de temps, pour le coup, à accepter qu'il était celui qu'il est, tu vois. Et je sais que ma relation, elle est moins dans la vérité avec mon père qu'avec ma mère. Parce que mon père, j'ai encore peur de le confronter. Je l'ai déjà fait,
Je lui ai déjà dit, gars, j'ai besoin d'un père, faut m'appeler, faut, tu vois. Et donc, il a fait les choses au moment où j'en ai eu besoin, vraiment. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé, parce que limite, il m'appelait tous les jours. Au bout d'un moment, je dis, bon, c'est bien, parce qu'il est dans l'écoute. C'est quand même une chance. Mais c'est que lui, n'ayant pas eu lui-même de parents vraiment, il sait pas être un père. Donc pour lui, il est un père bien, quoi, tu vois. Sauf que, non, il y a plein de carences, plein de lacunes, etc. Que au moment où je le confronte, voilà, où je l'exprime, il le reçoit, tu vois. Mais encore aujourd'hui, je sais que il peut avoir des propos ou des comportements où j'ai du mal à dire ça, non, tu vois. Après, c'est pas forcément vis-à-vis de moi, c'est plus circonstanciel ou quoi, tu vois. Mais ouais. Après, justement, c'est ce travail de deuil, entre guillemets, ok. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, avant, j'étais vraiment dans la colère. Aujourd'hui, je suis plus dans la compassion, de me dire, le pauvre... Ouais, en fait, parce que c'est lui qui perd au change, en fait, tu vois. Je me dis, à cause de tel ou tel comportement ou telle façon de penser, il passe à côté de choses, de moments, tu vois. Donc voilà, après, moi, j'essaie d'accepter, de l'accepter comme il est, et voilà, hein, je me dis, bon, après, comme c'est aussi... très engageant psychologiquement pour moi, du coup, le lien, il est beaucoup moins régulier qu'avec ma mère, par exemple. Ma mère, on s'appelle tous les jours, tous les 2 jours. Mon père, ça va être tous les mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, ça dépend, quoi. Donc, voilà. Mais il y a quelque chose, on pense pas trop au fait que, finalement, nos parents... Pour nous, nos parents, ce sont nos parents depuis toute notre vie, en fait. Ouais. Mais sauf que eux, ils n'ont pas été nos parents toute leur vie. Ils ont eu une vie avant. Ils ont eu leur propre enfance, ils ont eu leur propre adolescence, ils ont eu leurs propres blessures, trauma. etc. Leur propre trauma, voilà. Et au final, ils n'ont jamais été le parent de l'enfant adolescent, adulte, parce qu'on évolue aussi et on développe une personnalité, un caractère. Donc au final, ils apprennent aussi à chaque fois. Voilà, ils apprennent aussi en même temps, ils se réadaptent en même temps. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de notice, même s'il y a les traditions, les valeurs, oui, qu'on inculque, nous-mêmes on a reçues. Mais au final, tu es obligé de te réadapter en permanence, en plus avec les événements de la vie, quoi. Enfin, je veux dire... Et franchement, c'est très compliqué. Et vraiment, je sais de quoi je parle, puisque je suis en plein dedans. Et encore, ce n'est que le début. Moi, mes filles, elles sont encore très petites. Mais je le vois que je pense avoir un plan, mais... Je sais pas, moi, il y a des jours où peut-être ton enfant va être déçu de toi parce que il va revenir de l'école, il lui est arrivé quelque chose, tu sauras pas comment réagir. Mais comment je peux savoir comment réagir d'un truc que j'ai jamais prévu? Comment je peux savoir comment on gère un enfant de tel âge qui a eu tel problème à l'école? Tu fais du freestyle, en fait. Et malheureusement, des fois, c'est des rendez-vous manqués qui marquent. Parce que un enfant, même s'il devient adulte, il restera toujours ton enfant. Donc, on restera toujours cet enfant-là de notre parent. Et c'est des choses, des fois, qu'on n'arrivera jamais à pardonner, jamais à surmonter. Ouais, je confirme. Ouais, et puis aussi, il y a des choses que toi, dans ton esprit d'enfant, c'était un truc de ouf, et ton parent, justement, comme tu dis, c'est un rendez-vous manqué, ne s'est pas rendu compte à quel point toi ça t'a marqué, tu vois. C'est clair, c'est ça. C'est clair. Sauf que toi, t'es encore dans ta construction, donc c'est... Et parfois, 20 ans après, tu y repenses. Mais et même en tant qu'adulte, parfois, tu repenses à ce truc-là, tu dis, ça va, c'était pas un truc de ouf, mais en vrai, ça t'a scarifié quand même, tu vois, la blessure, elle est là. Mais complètement, mais pour revenir justement au sujet, c'est lié... moi, je sais qu'il s'est passé des choses... Par rapport à mon poids, je sais que y a certaines choses, j'en ai voulu à mes parents. J'ai essayé de relativiser en me disant, ils ont peut-être pas pris la mesure, mais moi, j'ai le sentiment que ça a impacté mon enfance et ma prise de poids, et que à cause de ça, j'ai pas pu... il y a eu notamment un moment où j'aurais pu aller dans un centre dans le sud de la France pendant tout l'été, etc., et en fait, mes parents, ils voulaient pas, tu vois, parce qu'ils avaient peur. C'était un moment où on parlait éventuellement de tout ce qui était pédophilie, machin, dans les colonies et trucs. Voilà, eux, ils avaient leur raison. Mais moi, je me dis, mais purée, j'ai loupé l'occasion peut-être de changer la trajectoire de ma vie. Parce que c'était un centre de... Oui, c'était un centre, en fait, pour les enfants obèses et tout, machin. Et je me suis dit, si j'y avais été cet été-là, ça se trouve, je n'aurais plus eu de problème de poids. Et en fait, j'aurais grandi normalement
Et j'aurais pas eu à gérer ça par moi-même à l'âge adulte. Mais je me dis, écoute, c'est pas grave parce que je suis adulte moi-même aujourd'hui. Et c'est pas grave, je vais m'occuper de la petite... ton enfant intérieur, fille, quoi. Oui. Ouais. La petite fille, c'est moi qui prends les décisions maintenant. Donc, ok, les parents, ils ont pris telle décision à un moment et tout. J'avance, quoi. Je vais de l'avant et je peux m'occuper de moi-même maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup... Mais c'est un gros travail de résilience, hein. C'est difficile. Ah, vraiment? Ah, mais moi, c'est mon leitmotiv dans la vie, la résilience. Se dire que les choses arrivent, ça fait partie du destin. Le destin, on est là pour l'accomplir. Voilà. Donc, quand ça s'accomplit, je ne suis pas en train de dire que rien ne me touche et que je ne suis pas émue, parce que sinon, je ne serais même pas là pour qu'on discute de tout ça. Les choses m'ont touchée, les choses m'ont affectée. Mais je choisis aujourd'hui d'avoir d'autres réactions face aux épreuves, face aux agressions. Voilà, donc comme notamment poser des limites. Alors là, clairement, voilà, c'est l'image que tu as donnée, vraiment, j'aurais pu la citer. Quand toi, tu travailles sur toi, quand tu prends tes responsabilités pour te sortir de certaines situations et qu'il y a quelqu'un qui vient avec ses grosses godasses pleines de boue chez toi, en fait... à toi de voir si tu acceptes ou pas. Et c'est quelque chose de courant. Je veux dire, là, on l'a fait naturellement, on est arrivé, on a enlevé nos chaussures. On aurait pu avancer et Barbara aurait pu nous dire « Ah, non, par contre, moi... » Mais si elle nous dit rien, on avance comme ça chez elle avec les chaussures. Mais si elle nous dit « Ah non, du coup, attends, je te passe des chaussons, machin. » Tout dépend, en fait. Et après, si on l'avait fait, qu'elle nous avait rien dit, et qu'après elle se plaignait pour dire « Ah non, regarde, elles ont marché comme ça partout. » Mais... C'est à toi de poser tes limites, hein, clairement, oui. Voilà, je veux dire... Les gens ne fonctionnent pas tous pareil. Et ce qui est une offense pour toi ne l'est peut-être pas pour l'autre. Exactement. Donc, Exactement, et je crois aussi que c'est intéressant d'être mindful, c'est-à-dire que dans la sûr. même veine, on a enlevé nos chaussures en arrivant parce qu'on s'est dit qu'on arrivait chez quelqu'un. Exactement. Et que, potentiellement... ça ne se faisait pas de garder ses chaussures. Enfin, tu vois, il y a aussi ça. Donc, je pense que des deux côtés, il y a poser ses limites, savoir ce qu'on veut pas. Et de l'autre côté, il y a être suffisamment ouvert sur les autres. Exactement. Pour se dire que... être conscient de son entourage. Quoi. Exactement. Être conscient de son entourage, de l'environnement dans lequel on évolue. Et de ne pas avancer dans la vie comme si on était seul. Ouais. Ah, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Question suivante. sur le plan intime, dans le sens de la relation à son partenaire, comment vous vous sentiez avant l'opération ? Est-ce que vous étiez à l'aise dans l'intimité ou est-ce que les complexes prenaient plus ou moins systématiquement le dessus ? Et est-ce que vous êtes plus à l'aise aujourd'hui ? Alors du coup, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'expérimenter avec... Je rigole parce que moi, je me suis séparée peu de temps avant. Avant la sleeve, du coup. Peu de temps avant la sleeve. Ouais. Mais du coup, quand j'étais en couple, mariée, c'était... en fait, bizarrement, ça m'a jamais empêché... Enfin, je veux dire, j'étais pas... comme certaines personnes, vraiment, qui refusaient complètement qu'elle soit vue... nue ou de partager une intimité, j'ai pas eu ça, mais je pense qu'effectivement ça crée quand même un malaise avec mon ex-conjoint. Je ne sais pas toujours comment le père de mes enfants, voilà. Si tu m'entends, écoute. C'était, je pense pas qu'il écoute ce genre de choses. Non, vraiment, c'était pas ouf. Je pense vraiment. Et puis, c'était moi aussi. Je pense que j'étais pas assez à l'aise avec moi-même. Et puis, c'était sur une longue période aussi. Il y a eu la prise de poids, il y a eu la dépression. C'était un tout. Ouais. Mais aujourd'hui, vraiment, clairement, je me sens tellement mieux. Bon, je me suis pas remise en couple, officiellement en tout cas. Et donc, voilà, j'ai pas encore... je peux pas vraiment partager... Ouais, je peux pas explorer, je peux pas partager là ce que je ressens. Mais en tout cas, quand on vient me parler, je me sens carrément mieux. Il y a plus ce truc de me dire « Ah, on me perçoit pas comme je veux être. » C'est... La barrière, quoi. Il y a plus la barrière. Donc, du coup, là, clairement, je me sens mieux et je me sens mieux. Et voilà, toi ? Je me sens mieux. Ouais.
Alors, vous la voyez pas, mais elle a enlevé les lunettes. Hein. Ouais, généralement, tu sais que j'arrive chez ma psy, j'enlève mes lunettes, à chaque fois. Avec le recul, en fait, j'ai eu une vie avant l'opération, j'ai eu une vie juste après, là. J'ai eu une vie maintenant, intime et amoureuse, tout ce que vous voulez. Je pense que avant... Alors, il y a 2 trucs. J'étais pas à l'aise avec mon corps déjà avant, mais je faisais semblant de l'être. J'ai toujours été... dans les moments d'intimité, très portée par ma féminité, très à l'aise avec ma sexualité aussi. Et du coup, j'avoue que j'étais... encore une fois, je donnais bien le change et je pense que qui était là ne pouvait pas soupçonner qu'il y avait des gros complexes. Il y a une forme de dissociation, en fait. Oui, il y avait un côté personnage même, je pourrais dire. Petit alter ego. Qui était là n'aurait pas pu soupçonner que j'étais pas à l'aise dans mes baskets, au contraire. Par contre, je pense, avec le recul, et pas du tout de fierté ni rien, mais je pense que je me suis laissée aller parfois, ou pas laissée aller, mais j'ai accepté l'intérêt pas forcément des bonnes personnes. Je vois ce que tu veux dire. Et je pense que je me suis parfois tournée vers la personne qui s'intéressait un peu à moi. Non, mais c'était l'offre et la demande, quoi. T'es allée vers ceux qui voulaient de toi, entre guillemets. C'est ça. C'est et triste, ça, c'est un peu triste. Et en même temps, j'ai pas vraiment de regrets ni rien. Mais je sais aussi que j'étais un peu parfois la femme de l'ombre. C'était facile parce que du coup... Ça, c'est un vrai sujet d'ailleurs. Les mecs qui sont très excités ou en tout cas attirés par les femmes grosses et en tout cas corpulentes, mais qui les assument pas dans la rue. Ah ouais, c'est clair. C'est fou ça, moi ça c'est très clair. Et d'ailleurs, je te dirais même, les mecs ne faisaient pas semblant, tu vois, ils étaient juste... Ils te le disaient texto comme ça? Non. Dans le sens où l'attraction était réelle, c'est-à-dire que personne, je pense que personne ne s'est jamais forcé à être avec moi. Mais par contre, effectivement, encore une fois, le poids de la société fait que il faut que tu sois avec la trophy wife et que du coup, ta nana, il faut qu'elle ait faut qu'elle ressemble à quelque chose de particulier, enfin, qui rentre dans les cases pour que tu puisses la montrer à tes amis, à tes potes, que tu te pavanes avec elle ou qu'est-ce. Donc je pense que dans une première partie de ma vie, je me suis trop souvent retrouvée dans des situations où j'étais là parce qu'on voulait bien de moi. Mais j'ai quand même apprécié, je suis tombée sur des gars charmants, mais bon, voilà, je pense que c'est pas des gars qui m'auraient présenté à leurs parents nécessairement. Ça, c'est le premier truc. Après, je me suis fait opérer, j'ai perdu beaucoup de poids. Et là, j'ai un peu exploré. Je pense que j'ai quand même... C'est peut-être le seul... domaine dans lequel j'ai un peu profité de ce nouveau corps et de cette nouvelle confiance en moi, encore une fois un peu floue. Je me suis inscrite sur les réseaux, sur les dating apps, vraiment un an après m'être fait opérer, parce que pendant longtemps je me suis interdit, et pour moi c'était pas moi, et il était hors de question que je me mette sur le marché, en plus des réseaux, des apps, c'est vraiment le truc, catalogue, parce que j'étais pas à l'aise avec moi-même, et que jamais je ne me serais présentée à un date à l'aise, mais de la même manière que je me serais pas présentée à un entretien d'embauche non plus, tu vois. Ah ouais, non. Et donc après, quand j'ai eu cette période où j'avais bien minci, je me rendais compte que je plaisais plus à vraiment un panel assez large d'ailleurs. C'était marrant, c'était pas forcément le même type d'homme, machin. J'ai eu une période où j'ai un peu comment dire ça, j'ai un peu papillonné. Je trouve que c'est pas mal comme terme. Vu que la chrysalide était devenue... La chrysalide, là, exactement. J'ai papillonné un peu. Ça m'a donné aussi beaucoup de... J'ai connu, même parfois sans qu'il y ait des choses intimes, mais j'ai fréquenté pas mal de garçons, j'ai été boire des verres, j'ai été au cinéma, j'ai fait des dates, j'ai mangé, j'ai écouté, j'ai observé des comportements, et je vous assure que pas longtemps après, j'aurais pu écrire un bouquin tellement je m'étais abreuvée d'informations sur les hommes. Le bouquin, le titre, Nutrition et sentiments. Nutrition et sentiments, la dégringolade. Et du coup, j'ai observé les hommes, j'ai compris les mécanismes, et à un moment donné même, j'ai été, je pense, dans un type de consommation presque quasi masculine. Et alors, je ne veux pas faire
comment dire, de genrer le fait de consommer voilà. Personne, ouais. Mais ça reste une réalité. Mais j'avais un peu ce truc où j'avais une telle confiance en moi à ce niveau-là que c'était du Kleenex, quoi. Alors, c'est pas qu'il y en avait beaucoup, mais c'est que ma manière d'interagir était vraiment détachée. Ouais, c'était... en fait, tu peux avoir qui tu veux, quand tu veux, toi qui et du coup, je me barrais, je répondais pas aux messages, je redonnais pas de nouvelles. Et en fait, je me suis rendu compte que ça inversait un peu les rôles et ça suscitait beaucoup plus d'intérêt de leur part de voir que j'étais là mais que j'avais pas forcément envie et que je me barrais, merci, bonne continuation, et les mecs étaient là mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais pourquoi? Et j'ai eu un petit pouvoir comme ça, mais très vite je me suis mise en couple après, donc ça a pas duré longtemps, mais suffisamment pour que je puisse t'as expérimenté le fameux suis-moi, ouais, vraiment. Et puis en plus j'étais contente sur le moment, mais tu te sens quand même vide après. C'est-à-dire que tu rencontres des gens, il n'y a rien de concret qui se fait, t'explores. Et souvent, je me suis dit, est-ce que vraiment je suis satisfaite avec ça? Et en même temps, j'étais contente de pouvoir un peu rattraper le temps perdu, selon moi. Hein, à l'époque, je pensais que c'était ça. Et surtout, d'avoir ce côté un peu revanchard, parce que c'était moi qui décidais. C'était moi qui décidais, c'est moi qui donnais les règles, c'est moi qui donnais le timing, le machin, les trucs. Et si j'avais envie, j'avais envie. Si j'avais pas envie, j'avais pas envie. Et c'était moi qui décidais. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Après, je me suis mise en couple. Et ça s'est bien passé. Du coup, j'étais... encore une fois, j'étais à l'aise avant l'opération parce que voilà, j'étais juste dans ma féminité exacerbée, je te dirais. Et là, ça a continué aussi avec mon partenaire de l'époque. Et par contre, quand je me suis séparée de lui, là, en plus j'avais repris un peu de poids parce que vous connaissez, on se met en couple, on mange au plus, on fait des restos, des trucs, des machins, c'est la vida loca, donc voilà. Là, j'ai eu un très grand manque de confiance en moi après. Ah ouais. Ouais. En plus, j'avais été trompée, donc voilà, ça a été très compliqué tout ça. Et du coup, ça m'a mis, tu vois, me remettre sur les applications, reprendre confiance en moi. Ça m'a pris genre des années, hein. Où vraiment j'étais là, j'en vaux pas la peine, je vais pas trouver comment je vais me présenter au monde. J'avais repris du poids, bien sûr, mais du coup pour moi c'était déterminant parce que j'allais vers l'échec que je voyais. Et là du coup t'étais dans le chantier inversé, quoi. Je me disais mais attends, là à qui je peux plaire, à qui machin. Bon, voilà. Et du coup, ça a été un petit peu un frein. Et en même temps, j'étais en pleine reconstruction, une rupture très difficile. Je savais plus où j'en étais. Il fallait que je me recentre sur moi-même. Donc, si tu veux, les mecs ne m'intéressaient pas beaucoup à ce moment-là. Mais de toute façon, même s'ils m'intéressaient, j'étais pas sûre de les intéresser beaucoup. De les intéresser, c'est ça beaucoup non plus. Donc ça a été un petit peu un calme qui était bénéfique finalement parce que je me suis occupée de moi en fait, et ça c'était très 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 cool. Puis j'ai rencontré mon ancien copain avec qui c'était bien aussi, mais alors on vient de se séparer là il y a quelques semaines et du coup ça me fait rire parce que on est en plein dans le sujet sans rentrer dans les détails. On avait plein de choses qu'on se reprochait mutuellement, des choses qui selon moi pouvaient être réglées en discutant, en travaillant ensemble main dans la main, tout ça, mais le truc déterminant pour moi c'est qu'il m'a avoué au bout d'un peu plus d'un an que en fait physiquement j'étais pas son style et qu'il préférait les femmes plus minces. Et du coup je suis un peu tombée des nues parce que ça faisait un peu plus d'un an qu'on était ensemble, tout ça, et donc on là revient toujours au même truc, et du coup à mon grand âge, et je dirais pas que je me suis fait larguer parce que c'est moi qui l'ai quitté finalement et on s'est quitté d'un commun accord et c'est ok, mais un des sujets quand même c'était que s'il avait réussi à faire abstraction entre guillemets de mon corps qui n'était pas celui qui lui plaisait à la base, parce que il aimait ma personnalité, il parlait de charisme, d'énergie, de machin, tout ce que tu voulais, ben là en vivant ensemble, on était ensemble au quotidien, évidemment il voit que comme un être humain j'ai des défauts, tout ça, et là il se rend compte aussi que physiquement je suis pas tout à fait à son goût, qu'il préférait des femmes avec le ventre plat, moins de gras, moins corpulente tout court. Et donc là j'ai dit non, j'ai dit ça par contre mon gars. Ah ouais, non, c'est mort, il va fucking way. Réveiller toutes tes insécurités. J'ai dit qu'il connaissait au passage, donc il savait très bien que c'était compliqué pour moi, mais j'ai dit, tu vois, je peux faire des efforts sur plein de choses, ça je ferai jamais d'efforts. Je maigrirai pas pour un mec, j'irai pas plus à la salle de sport pour un mec, je vais pas changer mon alimentation pour un mec.
si tu considères que je ne suis pas à ton goût physiquement, ça t'appartient et c'est ok. Les goûts et les couleurs sont dans la nature. Ouais. Par contre, moi, je serai pas là, je ferai pas de la figuration dans ta vie. C'est mort. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était terminé et que je savais que même si physiquement, j'étais pas forcément à mon goût, je pouvais être au goût de quelqu'un. Je me respecte. Ça, c'est bien. J'apprends à m'aimer. J'apprends à m'aimer, je me respecte et je sais ce que je vaux. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et je ne serai pas dans la vie de quelqu'un qui ne me valorise pas, et quelqu'un qui n'est pas du tout fan de ce qu'il a en face de lui, ou attiré par moi, ou quoi ou qu'est-ce. Donc ça, c'était niette. Mais du coup, là, 5-6 semaines après la rupture, j'en suis là où mon rapport au corps est de nouveau central, parce que je me pose mille et une questions sur... là, c'est vrai que je me questionne, je me dis, bon, je sais que je peux plaire à des gens, mais... Est-ce que je vais retrouver un partenaire ? Comment ça va se passer ? Comment je vais gérer mon rapport au corps ? Comment m'assurer que je plais à la personne ? Parce que là, j'ai quand même couché avec un mec à qui j'étais pas... Enfin, qui était pas... Non, dont je n'étais pas à son... Bref, vous avez compris. Tu n'étais pas à son goût. Lui, il considérait que tu n'étais pas à son goût. Et c'est très dur parce que tu remets en question toutes les interactions, toutes les conversations, tous les échanges, tous les ébats même. Donc, tu te dis, c'était pas authentique, c'était pas sincère de sa part. C'est très dur. Très difficile. Et donc là, ma crainte, c'est vraiment de me retrouver dans une situation où... en fait, t'es avec quelqu'un, il faut que tu t'assures que la personne ait envie d'être là, quoi, tu vois. Et ça, c'est un peu difficile. Donc, ça m'a un peu déroutée. J'ai pas été du tout détruite ou ravagée ou machin, tout ce qu'on veut, comme mon ancienne relation, là. Je me sens un petit peu déstabilisée. Encore une fois, j'aime bien les images et j'utilise beaucoup l'image des immeubles aux normes antisismiques au Japon, tu sais, qui sont ébranlés un peu, ça bouge beaucoup, mais rien ne tombe. Et c'est comme ça que je me perçois vraiment. C'est une situation qui... me dérange, c'est une situation qui me fait douter, qui me bouscule un petit peu, mais je me sens suffisamment solide et pleine de ressources pour pas être tombée à terre, quoi, tu veux. Okay. Donc, voilà, je recommence, je me recentre sur moi, je reprends soin de moi, enfin, je reprends soin de moi, je continue à prendre soin de moi, je continue à me valoriser, j'essaye vraiment de continuer sur la route de l'amour de soi, qui est très périlleuse, mais j'y crois, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en l'avenir, et en fait, je sais que je préfère être seule que mal accompagnée. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est tellement réel que j'ai confiance, tout ira bien pour moi, en fait. Les choses vont se faire petit à petit, et je sais que au final, c'est lui qui perd au change. Si tu entends ça, fuck you. C'est un beau message d'espoir, en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que vous souhaiteriez aborder, un conseil, voilà. Tout à l'heure, il y a eu le petit coup de gueule. Est-ce qu'il y a le petit coup de cœur ? Je sais pas. Ça rejoint un petit peu, un petit résumé un peu de ce qu'on a dit, quoi, de vraiment cultiver l'amour pour soi, l'amour de soi. C'est la véritable clé. Voilà, parce qu'on a parlé de la chirurgie, tout ça, mais en fait, tout ça, ça peut être des clés, ça peut être des outils pour avoir une meilleure relation avec soi-même ou avec la nourriture, au choix et où. Mais c'est vraiment de travailler sur soi. Et on a compris en fait que c'était beaucoup plus vaste. Et ça se résumait pas justement qu'à l'alimentation. Bien sûr. Et juste au corps. Voilà. La dimension psychologique, mentale, les rapports sociaux, la construction dans l'enfance. Bien sûr. Tout ça est très, très, très important. Donc, ne pas négliger ça. Quand on a des personnes autour de soi qui ont des problèmes de poids, ne pas les juger juste sur leur apparence à l'instant T. Même d'ailleurs aux parents qui nous écoutent, qui ont des enfants. C'est ce que j'allais dire. Moi, mon conseil, c'était ça. Mettez pas vos enfants au régime, faites attention. Exactement. Moi, je suis en plein dedans. J'ai ma deuxième qui est, elle est un petit peu potelée, tout ça. Mais en même temps, très dynamique et tout. Ça l'empêche de rien faire du tout. Je fais quand même attention, parce que je peux être dans le déni, bien sûr. mais je ne veux absolument pas lui mettre une pression dès maintenant, comme si, le fait que... Parce que, comme je disais, ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre ventre, c'est ce qui nous appartient. Il n'y a rien d'autre qui nous appartient réellement, quoi. Enfin, c'est ton assiette, tu manges, tu partages pas ton estomac avec quelqu'un d'autre. Donc, tes goûts, ils sont à toi. Ça reste un plaisir et c'est vital. On ne peut pas vivre sans manger. Donc voilà, il y a ça. Et puis
Et puis voilà, juste vivez. Aimez-vous. Voilà, aimez-vous, vivez. Faut arrêter de se polluer l'esprit et juste essayer de kiffer un maximum. Exactement. Quoi. Et si vous sentez que c'est difficile, faites-vous accompagner. Soyez pas seul dans ça parce que je sais que c'est très compliqué et que là on se dit aime-toi, prends soin de toi et c'est pas évident toujours. Oui, si on n'y arrive pas seul, se faire accompagner. C'est ça, se faire accompagner. Je pense que toutes les trois autour de la table, on a eu un suivi psychologique. Complètement. Alors là, on devrait tous en avoir. Mais moi je dis, il faudrait en avoir un, même à titre préventif, qu'on te dise, écoutez, madame, monsieur, vous n'avez pas besoin, en fait, tant mieux. Comme ça, au moins, tu sais. Mais pour moi, oui, c'est très important. C'est clair. Ouais. Et pour finir, est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui résonne particulièrement en vous et que vous aimeriez partager avec les auditeurs et auditrices ? Ah là là. Moi, je veux juste dire que ça me rate, ça me donne beaucoup d'espoir, mais à l'heure actuelle, à l'instant T, on n'a pas encore rencontré tous les gens qui vont nous aimer. Et juste beau. Pour ça, il faut rester ouvert parce qu'en fait, tout reste à faire et tout est possible. Et voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. C'est très beau. Oui, très très beau. Moi, je dirais que tous les combats ne sont pas à mener. Voilà. Parfois... c'est pas le plus important, en fait, de rentrer dans une taille 36 ou de contrôler ce qu'il y a dans l'assiette à l'instant T, non. Parfois, c'est juste, je suis pas bien, ou au contraire, je suis très heureuse, j'ai envie de manger, donc rejeter, en fait, balayer certaines critiques d'un revers de la main et se dire que non, aujourd'hui, je choisis de ne pas mener ce combat-là, en fait. C'est très drôle parce que ça rejoint... la phrase, ou en tout cas la citation que j'allais donner, c'est que la blessure n'appartient qu'à celui qui est blessé. Alors, il ne s'agit pas de dédouaner la personne qui blesse, mais plutôt de dire que, ok, tu as reçu une insulte, une injure, en tout cas quelque chose qui t'a blessé, mais qu'est-ce que tu en fais, tu vois ? Est-ce que tu en fais quelque chose qui t'atteint profondément et qui te détruit ? Ou est-ce que tu te dis, en fait, non, cette personne n'a pas le droit de m'atteindre parce qu'elle n'est personne pour moi, ou voilà, enfin, et où, ok, ça m'atteint, mais qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je me nourris ? Par exemple, je viens d'avoir un flash là d'un mec que je fréquentais il y a une dizaine d'années. J'avais grillé des textos où il parlait avec une autre meuf. Et en fait, on n'était pas vraiment en couple, mais on était en couple, enfin, tu vois. Et il parlait de moi avec cette fille, et elle lui dit, mais du coup, t'as l'air de vraiment la kiffer et tout, parce qu'il disait vraiment que des éloges. Pourquoi tu te mets pas en couple avec elle ? Et elle dit, parce qu'elle est grosse. Oh. Ouais. Je n'étais pas grosse. Non, vraiment pas. Je faisais une taille 40, tu vois, donc c'était vraiment... Je n'étais absolument pas grosse. Ça m'a tellement blessée que j'en ai fait un fuel de ouf, où genre derrière, mais j'ai jamais été plus fit que ça, quoi, tu vois, j'étais à la salle, machin. Je me suis dit, non, mais c'est hors de question que ça m'atteigne et que justement, je lui donne raison et que je me laisse aller et que je grossisse et que machin, tu vois. Donc voilà, c'est... voilà, la blessure n'appartient qu'à celui qui est blessé. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cet épisode, c'était super. J'espère que ça vous a plu. Oui, énormément. Et puis, sûrement une prochaine pour un autre sujet. Avec plaisir. Merci pour tout. Salut. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à laisser des petites étoiles si vous êtes satisfait du contenu. Vous pouvez également vous abonner aux réseaux sociaux du podcast disponibles en description. En attendant, je vous dis à la prochaine et vous remercie de votre écoute. À bientôt.